Bonjour tout le monde, bienvenue au Simon Says Show. Aujourd'hui, j'ai Ludovic Laperle sur le podcast. Ludovic Laperle, prise 3, ami de longue date, mais aussi magicien de la vente. Il va nous parler aujourd'hui vraiment, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'on va parler, mais on va jaser de plein de trucs, donc développement de sa business, le behind the scenes, comment manipuler les gens de la bonne manière. Et de la mauvaise manière. Et de la mauvaise manière pour que vous le sachiez. Ensuite de ça, on va toucher à tout ce qui est la magie derrière faire des ventes concrètes, puis comment est-ce qu'il génère autant de revenus, puis à quel point ses objectifs d'affaires ont évolué dans les dernières années. Je pense que c'est bien intéressant de voir que quand tu as un target, mettons, en début d'année, ben, qu'il peut changer à premier trimestre, deuxième trimestre. T'sais. Donc, bonne écoute, tout le monde. Hey, salut Lud. Bonjour Simon. Comment allez-vous? Ça va bien, virgule toi? Virgule. Quand je t'introduisais tantôt, on parlait de qu'est-ce que tu allais faire en termes de magie. De magie? Parle-moi de magie. Magie derrière la vente. Ouais, ben ok. La première chose que je peux te dire, c'est... Arrête, à toi ou à n'importe quelle personne, peut-être que c'est pas ton cas, puis je te le souhaite, mais la majorité des personnes ont peur d'approcher des hauts preneurs de décision dans les entreprises. Ouais, on va falloir qu'on en parle de ça. Puis ils se mettent des barrières psychologiques ou des blocages par rapport au fait que ces gens-là sont trop occupés ou encore qu'ils n'auront pas le temps ou qu'ils ne seront pas à l'écoute de l'offre de service que tu peux proposer. Il y a plusieurs problèmes avec ça. Le problème numéro un, c'est que si tu es trop insécure et tu n'es pas assez confiant pour vouloir parler avec la bonne personne puis vouloir t'assurer que le président ou la présidente de l'entreprise t'écoute puis perçoive la valeur de ce que tu apportes, il y a vraiment un gros problème. Pourquoi? Bien, parce que si tu ne te sens pas assez confiant pour présenter ton service à la personne qui prend une décision, pourquoi tu le présenterais à une personne qui ne prend pas de décision? Où est-ce que ça pourrait t'amener? Très d'accord. Dans le fond, tu dis qu'il faudrait que tu ailles voir la personne qui est la décisionnelle ultime, si on veut. Absolument. Personne décisionnelle. Parce que qu'est-ce qui arrive maintenant? Qu'est-ce que tu vois comme problème? Parce que sûrement que tu as observé quelque chose dans ton industrie où est-ce que les gens ils vont justement aller faire du cold call, ils vont parler à d'autres, si on veut, collègues de leur niveau dans les autres business, puis ils vont pas nécessairement aller vers la personne. Exactement. Il y a vraiment beaucoup de monde qui perdent du temps, perdent un temps considérable et précieux à aller voir des gens qui prennent pas des décisions. Puis c'est soit par insouciance, puis ça se règle assez vite, soit par manque de confiance. Et si tu manques de confiance, questionne-toi à savoir si tu vends la bonne chose en ce moment. Ouais. Si c'est par insouciance, ben réalise que tu dois viser les bonnes personnes, tu dois viser les personnes qui prennent des décisions, parce que si tu fais pas ça, tu peux aller voir un vice-président, ou tu peux aller voir un directeur, ou tu peux aller voir un cadre, ou peu importe, c'est pas la personne qui prend une décision, elle va prendre ton dossier, le mettre sur le bureau du preneur de décision, puis elle le présentera jamais aussi efficacement que toi. Ouais, c'est clair. Comment tu approches les preneurs de décision, les présidents d'entreprise qui n'ont jamais le temps de voir personne, entre guillemets? Oui, donc on parlait de manipuler de manière correcte et incorrecte tout à l'heure, ou de manière éthique et non éthique. Donc, selon moi, tu peux et tu as le droit de dire tout ce que tu veux à une personne qui n'est pas ton client qui prend une décision à la fin de la journée. Donc, si toi, la personne que tu cibles, c'est le président d'une entreprise, et qu'il y a un collègue à qui tu dois parler pour avoir ses coordonnées pour se rendre au président d'entreprise, je pense que c'est légitime de dire littéralement n'importe quoi à cette personne-là, tant que tu lui manques pas de respect, tant que ça met personne dans le trouble, tant qu'à la fin de la journée, il n'y a rien de grave qui arrive. Ouais. Fait que dans le fond, tu te permets d'être créatif sur ce que tu dis. Absolument. Puis je parle pas de mentir, je parle de manipuler la vérité. Par exemple, un truc que j'ai développé pour obtenir le numéro de téléphone cellulaire d'un président d'entreprise, c'est d'y aller en créer un sentiment d'urgence à la personne à qui tu parles. Donc, mettre juste le bon niveau de pression sur l'adjoint, la secrétaire, peu importe, la personne qui filtre l'appel, pour que cette personne-là se dise, il y a plus de chances que je me fasse chicaner si je transfère pas l'appel ou si je donne pas le numéro de téléphone cellulaire que si je le fais, finalement. OK, quand même nice. Puis ce genre de personnes-là vont jamais se vanter à leur employeur, à leur patron, que c'est eux qui ont donné l'information. Fait qu'il faut que tu te dises, c'est qu'ils vont donner cette information-là, ils ne sont pas les seuls à les avoir. Puis à la fin de la journée, il faut qu'il y ait assez de pression, assez de stress créé pour qu'il ait peur de ne pas donner le numéro de téléphone cellulaire. OK. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas juste une manière de fonctionner, mais c'est quand même intéressant. Je pense que c'est ce que les gens avaient retenu de la dernière épisode qu'on avait fait ensemble, c'est comment vendre, tu sais, parce que je parlais avec des amis récemment, entrepreneurs, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise à faire du cold call. Tu sais, la plupart des gens que je côtoie, tu sais, ils sont comme à l'aise avec le inbound marketing, tu sais, où est-ce qu'ils aiment mieux recevoir des leads puis comme traiter la demande, mais dans le monde réel, ça dépend de l'ampleur de tes ambitions, je pense, là, sur lesquelles tu vas aller puis atteindre des objectifs. Peut-être qu'on peut toucher un petit peu au niveau de tout ce qui était tes targets de vente de ta propre business. Tu sais, je parle maintenant de l'Apple Corp. Qu'est-ce que vous faites maintenant puis qu'est-ce que vous aviez comme objectif en début d'année? Absolument. Puis est-ce que je pourrais me permettre, juste avant qu'on embarque dans le vif du sujet, de donner un truc, parce que c'est beau de dire mettre de la pression aux gens,
mais comment mettre de la pression? Est-ce que tu me permets de donner un truc? Juste pour pas que le monde fasse OK, ben c'est beau, tu me dis de faire ça, mais tu me dis pas comment. Good guided, tu sais. Oui, exactement. Good guy, je vais vous dire comment troubler des personnes qui sont des pauvres collègues ou secrétaires. Bref, très simple. Donc, t'appelles. Directement, tu dis, disons que je t'appelle, OK? Toi, t'es Sonia, d'accord? Merci. Bonjour, c'est Ludovic l'appelle. Je dois parler avec Simon. Oui, allô, Ludovic? Bonjour, à qui je parle? Sonia? Sonia, je dois parler avec Simon, c'est Ludovic l'appelle. C'est personnel, Sonia, je compte sur toi, je t'attends. OK, je vous le transfère. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Puis si c'est pas possible de transférer, c'est comment je peux le rejoindre. Pas c'est quoi son numéro de téléphone cellulaire. Faut pas que les gens se posent la question. Faut que rien se passe dans la tête autre que agir. Faut juste que tu en donnes des ordres. Les gens aiment se faire donner des ordres. Les gens sont habitués de se faire donner des ordres. Et ces personnes-là sont habituées de se faire donner des ordres. Donc, donne-leur des ordres. Laisse-leur pas le temps de penser. Puis amène-les à agir, tout simplement. Ce qui facilite la tâche de tout le monde. T'as pas besoin de te créer un gros script de conversion. Exact. C'est super simple. Ça prend 45 secondes de son cellulaire puis tu passes à une autre étape. Et si la personne ne veut pas, next, appelle-en un autre. Dans 5 minutes, tu vas avoir le numéro de téléphone cellulaire d'un président d'entreprise qui peut avoir plusieurs centaines d'employés. Maintenant, juste pour clore le sujet, dis-toi que non, c'est pas la technique la plus glamour, la plus sexy de faire du cold calling, mais si tu veux aller chercher systématiquement des preneurs de décision, il n'y a rien de plus efficace. Parce que la publicité, c'est bon, puis ça en prend, j'en fais moi-même. Par contre, c'est aléatoire. Tu peux pas savoir qui va interagir avec tes publicités. Puis c'est bon pareil. Tu vas aller chercher des gens de manière aléatoire, puis il y en a plein de bons là-dedans. Par contre, du cold call, c'est toi qui décides avec qui tu rentres. Absolument. Tu filtres un peu le potentiel de leads, si on veut, qui pourrait venir vers toi, qui pourraient être des clients intéressés, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est une question de notoriété à un certain point. Quand ton brand est assez fort, que tu attires les preneurs de décision, c'est que là, tu as fait une bonne job au niveau de ton marketing, mais de tes résultats aussi. T'sais. Exact. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec où est-ce que vous en étiez puis qu'est-ce que vous faisiez. Tout à fait, allons-y. Parce que ça fait un peu... Tu sais, les gens se posent des questions dans le sens, qu'est-ce qu'il fait réellement? Oui, ben en réalité, ce que je fais, c'est du trafic humain. Okay. Donc, ce qu'on fait, ce que j'ai réalisé... Ça peut être pris très hors contexte, puis juste comme quoté dans le journal de Montréal. J'adorerais ça parce que ça me ferait de la publicité gratuite. Du trafic humain, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver des gens... puis je dis du trafic humain, puis ça sonne vraiment comme si j'étais un gros connard, mais la réalité, c'est que les vendeurs sont souvent mal perçus par les gens en général. Puis il y a bien des personnes qui ont le potentiel d'être des vendeurs puis qui ne le sont pas, parce qu'ils ne savent pas comment, ils n'ont peut-être pas les bons styles, les bonnes ressources. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que oui, on est une agence de placement. Une agence de placement, ça trouve des candidats, ça trouve des employés à une entreprise. Par contre, la différence entre nous et les autres agences de placement, puis comment on procède et c'est où est notre valeur ajoutée, c'est que de un, contrairement aux autres agences, on ne met pas d'annonces sur nos postes. C'est très rare qu'on va mettre des annonces, à part les annonces de brand awareness pour notre entreprise, pour aller recueillir des candidatures, mais c'est rare qu'on va mettre des annonces sur des postes. Pourquoi? Parce qu'un candidat, puis je vais en venir à où est-ce qu'on en est, puis qu'est-ce qu'on fait, puis quel genre de personnes on recherche également, puis c'est quoi la valeur de notre offre. C'est que les gens qui vont chercher, qui vont postuler à des postes, c'est des personnes qui vont être activement à la recherche d'un emploi. Si tu es à la recherche d'un emploi, ça veut dire deux choses. De un, peut-être que c'est toi qui ne fais pas la job. Tu commences à sentir que ça brûle de ton côté, fait que ça te prend une autre opportunité. Ça, j'ai plein de bons exemples que je pourrais te donner de personnes que j'ai filtrées, des histoires à coucher dehors que je pourrais te raconter. De un, autour du feu. Là, exactement. Au moins, on va être au chaud. Donc, ça peut être parce que toi, tu sens de la pression. Et si c'est le cas, ben, c'est pas forcément bon. Une autre raison pourquoi on ne met pas d'annonce et qu'on y va de manière sélective, c'est qu'on aime mieux choisir nous-mêmes, ça va être qui les candidats. Puis quelqu'un qui a une job va pas être à la recherche d'un emploi. Et si tu n'es pas à la recherche d'emploi, pour mon client, c'est beaucoup plus simple parce que, mettons que toi, tu cherches une job, tu es un excellent candidat, mais tu vas postuler ailleurs. Puis à la fin de la journée, exact, je peux t'arriver avec une belle offre, mais si l'autre entreprise a une meilleure offre, ben, nous, tout le monde a perdu du temps dans l'histoire. Puis le but, c'est pas de limiter le candidat, c'est juste que nous, notre travail, c'est de le placer dans une meilleure opportunité. Je trouve que l'opportunité est meilleure, mais en même temps, je représente mon client, ses intérêts. Fait que je veux que les deux soient heureux. Donc, je m'assure d'aller chercher des gens qui sont déjà en poste pour leur offrir de quoi de mieux. Et un problème que bien des employés ont, et ça, c'est pas juste vrai en vente, c'est qu'ils réalisent pas la valeur qu'ils ont sur le marché. Ils réalisent pas la valeur de leur expertise qu'ils ont, puis un bon employé vaut cher pour une entreprise, donc ne devrait pas se gêner de toujours garder l'œil ouvert à de nouvelles opportunités. Maintenant, ça, c'est une première partie. On va acheter des bases de données de manière considérable, des bases de données de CV. On va appeler des gens qui ne viennent pas forcément juste de postuler pour leur offrir des opportunités, pour les aider à grandir puis à avancer. Merci. On va également faire beaucoup de recrutement avec Instagram, Facebook, puis pas par des annonces, mais plus par du marketing de contenu, faire de la promotion,
à travers les réseaux des gens, offrir des références, des montants de référence à tous les gens qui nous réfèrent. Les montants peuvent aller jusqu'à 2000 $ si jamais vous connaissez quelqu'un, un bon vendeur. Ouais, mais je pense que c'est bon de spécifier que tu recrutes des vendeurs. Exactement. Principalement. Que des vendeurs corporatifs. Donc, pas des vendeurs de voitures, pas des vendeurs de piscines. C'est dégueulasse. Non, c'est une blague. On a besoin d'une piscine sur le toit ici. Oh, oui. Mon Dieu, OK. Ouais. Donc, voilà. C'est ce genre de personnes qu'on recrute. C'est comme ça qu'on procède. Maintenant, là où vraiment notre valeur ajoutée va se jouer, c'est que on va former les gens à faire du développement, à d'un, cibler les bons preneurs de décision, et de deux, à faire de la prise de rendez-vous, donc aller chercher, créer des opportunités avant que cette personne soit embauchée. Ce que ça va faire au niveau du candidat, c'est qu'il va être mieux équipé pour faire son travail de manière plus adéquate. C'est le genre de choses qui va nous permettre d'avoir embauché, par exemple, un danseur nu escorte. Le gars, littéralement, paraît bien, a un... je ne vais pas trop donner de détails sur sa vie privée, là, mais le gars paraît bien. Il a un super beau background scolaire, parfaitement bilingue. Puis, il n'osait pas postuler sur des jobs parce qu'il disait comment j'explique le trou de 3 ans dans mon CV. Puis, j'ai vu ce gars-là, puis je me suis dit, OK, mais il y a vraiment de quoi faire. Il était habitué littéralement de se mettre à nu devant des gens, donc ça ne le dérangera pas de faire de la vente. Puis, comme de fait, je suis passé quelque part, ça se passe bien. Il y a un autre gars qu'on a placé, un travailleur social. Fait que ce qui est bien, c'est qu'avec ce coaching-là qu'on donne, si la personnalité est valable et si le client est assez ouvert d'esprit, bien, on peut donner le coaching puis on peut tester cette personne-là en lui disant « OK, donc voici comment se prendre la décision, voici comment les appeler. » Puis un problème que bien les entreprises ont, c'est qu'ils vont donner le support technique à l'employé sur comment faire la job. Par contre, pour ouvrir les opportunités, il n'y a jamais personne qui va vouloir se compromettre là-dedans pour 2 raisons. Manque de temps, qui est une mauvaise excuse. De 1 et de 2, les directeurs des ventes détestent faire du cold calling devant leurs employés parce qu'ils savent qu'ils ont des chances d'échouer devant eux et ils ne veulent pas avoir l'air stupide. Puis ça, c'est un gros défaut. Puis c'est pas le cas de tous les directeurs des ventes. Il y en a beaucoup que c'est juste parce qu'ils n'ont pas le temps puis ils prennent pas le temps puis c'est correct. Mais il y a ça aussi. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que de 1, on va s'assurer que la personne a les bons outils en lui montrant comment faire. Et de 2, on va s'assurer que cette personne-là, puis un problème qu'on a souvent avec les vendeurs, que les clients me disent, c'est « Ouais, mais le gars me bullshit en entrevue. C'est un bon vendeur, c'est bien vendu, mais il fait pas réellement bien la job. » Mais si on le force à faire la job devant nous, on teste son attitude et ses performances, on a une bien meilleure idée de la valeur du candidat. Qu'est-ce que tu veux dire quand il dit qu'il bullshit? C'est quand il va en entrevue, le vendeur bullshitterait le directeur des ventes? Exactement. Okay. Ça arrive souvent dans le domaine de la vente que la personne va être bonne pour mentir. Ouais. Pour manipuler la vérité, puis ce qu'on veut éviter, puis la valeur ajoutée qu'on a versus d'autres agences, c'est que si on teste les aptitudes de cette personne-là via une formation, parce que c'est une formation, mais en même temps, si elle réagit mal à la formation, c'est aussi un test pour voir comment elle performe. Puis c'est pas grave si elle n'est pas parfaite, mais c'est plus de voir son attitude puis à quel point elle va être prête à refaire ça. Si ça ne fonctionne pas, ben nous, ça nous permet de ne pas envoyer un candidat qui n'aurait pas été un vrai bon candidat à notre client, donc limiter le taux de turnover. Fait que souvent, ce qu'on reproche aux agences de placement, c'est qu'ils placent quelqu'un, après ça, ben oui, il faut qu'il remplace le candidat, parce que les agences de placement, comment ça marche, c'est que si tu quittes, si le candidat s'en va, il faut que tu le remplaces gratuitement dans un certain délai. Ben nous, justement, de le tester, ça va limiter le taux de turnover. Oui, clairement. Puis, ce qui est un irritant pour les clients, c'est de dire, ouais, mais OK, oui, c'est beau, tu me le remplaces gratuitement, mais moi, j'ai payé 3 mois de salaire. Ça m'a coûté 30 000 $, ça m'a coûté 60 000 $ avec les frais, puis tout ça, puis les employés, puis la formation. Fait que si on est capable de sauver ce montant-là en investissant juste un peu plus, ben nous, ça nous évite de devoir remplacer cette personne-là. Le client n'a pas besoin d'investir sur un mauvais employé qui n'est pas apte à faire la job. Puis nous, ben ça nous évite de rechercher plus tard. Fait que oui, c'est plus de temps, oui, c'est un plus gros investissement, mais c'est un investissement, justement, à moyen long terme, c'est mieux pour tout le monde. Dans le fond, est-ce que vous faites des tests de personnalité aux gens que vous employez ou embauchez? Embaucher? Quand le client le demande, mais je crois pas vraiment. Les références puis les tests de personnalité, je crois pas vraiment parce que quelqu'un qui est vraiment efficace pour être malhonnête peut contourner tout ça très facilement. J'en suis la preuve. Puis ça vaut pas la peine de faire ça, selon moi. Quand les clients nous demandent, on respecte toujours les clients, on le fait, mais de le tester, tester ses aptitudes, de le mettre dans un coin, puis de vraiment être brutal avec pour voir comment il va réagir. Puis c'est pour son bien, là, c'est pour le bien de tout le monde, là, pour voir comment il va réagir face à la pression d'aller chercher des nouveaux mandats. Ben ça, c'est un bien meilleur indicateur de sa personnalité et de ce qu'il peut en prendre qu'un test en ligne, de 1. Et de 2, juste dans notre processus de présélection, on pose des questions, puis à chaque fois qu'on pose des questions, on n'en pose pas tant que ça. Moi, mes recruteurs vont présélectionner des candidats. Donc, il y a des sourceurs, des recruteurs, j'en reviendrai à qui fait quoi plus tard, mais quand on est sur le point d'envoyer un candidat d'entrevue, j'ai posé comme 3 questions.
Puis généralement, c'est vraiment là où ils se plantent. T'sais. C'est rare qu'après ces questions-là, on se trompe sur la personne. Ça peut arriver, mais si on passe entre les mailles du filet à ce moment-là, ben, au test et à la formation, ben là... Fait que c'est quoi le processus exact? Est-ce que c'est... Ben, en fait, tu pourrais l'expliquer si on veut. Oui, ben étape 1, à partir du moment où on a un mandat, on va faire ce qu'on appelle du sourcing. Donc, certaines personnes vont filtrer dans nos bases de données des CV, soit des CV de banque de données qu'on a achetés ou des CV qu'on a déjà ou peu importe, pour aller chercher des candidats potentiels. Après ça, un recruteur va appeler cette personne-là, la qualifier pour l'entrevue, peser son intérêt, les pour, les contre. Une fois que cette personne-là est apte à se présenter en entrevue, ben moi, je vais la préqualifier pour voir si elle passe vraiment le test final en lui posant des questions qui vont vraiment l'amener à dévoiler le plus possible sa vraie personnalité, à moins que ce soit une personne qui est excessivement bonne pour manipuler la vérité. Puis, ce qui est drôle, ce qui est un peu paradoxal, c'est que si une personne est assez bonne pour manipuler la vérité au moment où je la teste, par la suite, au moment où on fait le cold call, ben peut-être que la personne est un peu hypocrite, mais à la fin de la journée, est quand même apte à faire sa job, ça le passe, c'est passé à travers. Fait que c'est un peu paradoxal. C'est drôle, pareil, hein. Puis ça se peut que ce soit une personne qui ne soit pas tout à fait intègre et honnête, mais à la fin de la journée, ça va être une personne qui va être apte à vendre. Fait que c'est juste là l'espèce de petit paradoxe, puis rendu là, malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Ah, c'est intéressant. Puis comment ça marche au niveau de la business à l'interne? Comment vous procédez? Est-ce qu'il y a des certains paliers? Comme tu parlais de sourcing tantôt, comment ton équipe est structurée? Ben, c'est en plusieurs étapes. Fait que tu as une personne qui fait les recherches, après ça, une personne qui va sonder le candidat, puis après ça, ben, tu as moi qui le qualifie. Je sais que je me suis un petit peu répété, mais qu'est-ce que tu veux dire par non, mais processus? plus dans le sens, tu sais, est-ce que t'as comme développé la perle stratégie dans le sens où comme... Parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est... mettons, je fais du coaching d'affaires, si on veut, de business ou marketing. Les gens vont demander des standards de processus. Tu sais, comme, est-ce que tu utilises tel processus? Est-ce que tu utilises... Moi, je suis comme, non, j'ai inventé les miens. Oui, ça marche. Oui, exact. Ouais. Ben, je te dirais que c'est comme ça que je le vois aussi. J'ai l'impression que par rapport au processus... Des sourceurs. La majorité des agences. J'ai quand même pas mal étudié les autres agences, qu'est-ce qu'ils font, comment ils procèdent. Il y a des agences qui vont faire, qui vont avoir des recruteurs 360 qu'on appelle. Fait que des recruteurs qui vont obtenir des nouveaux mandats, qui vont faire le sourcing et qui vont faire le recrutement. Moi, je trouve que c'est inefficace parce que chaque personne est bonne pour faire une chose différente. Moi, par exemple, c'est aller chercher des nouveaux mandats. Fait que idéalement, j'irais juste chercher des nouveaux mandats. En ce moment, je ne suis pas rendu au point de déléguer tout le recrutement. Il faut encore que je filtre les gens. Puis je vais les filtrer encore pour un bon bout de temps parce que c'est nécessaire. Mais ça, c'est ma job. Quelqu'un qui va faire de la recherche, mais ça peut être quelqu'un qui sort de l'école ou qui n'a pas besoin d'avoir les mêmes aptitudes que quelqu'un qui fait du recrutement, pas besoin de faire les mêmes aptitudes que quelqu'un qui va chercher les mandats. Ouais. Donc, notre processus, c'est c'est de le décortiquer comme ça. Donc, de s'assurer que chaque personne joue son rôle de manière la plus efficace possible. Encore une fois, même chez des grandes entreprises comme Randstad, par exemple, je sais que eux vont pas vraiment faire de sourcing. La partie sourcing, ça va être les recruteurs qui vont la faire. Okay. Moi, je préfère que tout le monde, son temps soit optimisé le plus efficacement possible. C'est comme ça qu'on procède. Vraiment, on départage de travail comme ça. Je suis la seule personne qui fait à la fois du recrutement et aller chercher des mandats. Par contre, quelque chose qui est assez efficace, c'est quand les recruteurs voient qu'une personne quitte un emploi, je lui demande de noter c'est quoi cet emploi-là. Comme ça, moi, ça me permet de prospecter cette entreprise-là qui est en train de perdre un vendeur. C'est une stratégie de vente que j'ai utilisée justement récemment. Très fort. Ouais, quand on voit vraiment des candidats exécrables qui sont en train de se chercher un autre job parce qu'on ne veut pas se brûler non plus. Vraiment, si t'es vraiment pas quelqu'un de bon, puis on voit que t'es quelque part, puis la compagnie a l'air solide. Moi, j'ai déjà fait ça. J'ai appelé le directeur des ventes. J'ai dit, écoute, cette personne-là est en train de se chercher une job. Tu vas avoir besoin de nouveaux représentants. Je m'en viens. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? My God, ça doit brasser de la merde à l'interne. Oui, puis eux veulent le savoir, tu sais. Oui. Puis on va faire un petit parallèle dans un processus de vente. Tu veux que ton prospect soit intéressé à savoir t'es qui, puis tu veux lui donner de la valeur. Hey Simon, je sais qu'un de tes employés veut démissionner, qui est en train de se chercher une job. Je peux te le remplacer pour quelqu'un d'encore plus efficace. Viens m'en parler. C'est ça. Tu veux savoir c'est qui? Of course. Hein. Ça, c'est amusant. Ça doit être drôle. Tu dois avoir du fun, pareil. Oui, je m'amuse quand même pas mal. Mettons, merci pour la clarification sur le processus, mais je serais curieux de savoir qu'est-ce qui a changé en 2019? Ben, écoute, premièrement, j'ai été capable de créer une entreprise qui fonctionne. Ça, c'est déjà bien. de te passer le premier mois de survie. Oui, c'est ça. Ben, dans le sens que... Puis ce que j'ai réalisé, c'est que
tu commences, puis tu lances une entreprise, puis tu veux, tu penses qu'à partir du moment que ça va fonctionner, tout va être réglé. En tout cas, moi, je pense un peu ça. Puis là, ça fonctionne, puis je réalise juste qu'il y a un autre défi après, il y a juste une autre étape à... Ouais. C'est ça. Fait que, est-ce que la plus grosse réalisation de 2019, c'est OK, c'est beau, ça marche, c'est rentable, tu génères du revenu, mais maintenant, il y a d'autres défis un peu plus gros à relever. Est-ce que c'est des défis dans des catégories genre de challenge, si on veut, différents, c'est-à-dire peut-être des RH, financiers? Délégué. Pas vraiment financier, non. Financièrement, ça va bien parce qu'on a toujours priorisé le cash flow puis avoir des clients. C'est une entreprise de vente. Moi, j'ai toujours. Ça serait drôle, t'imagines-tu? C'est ça. Je me suis toujours dit, tu sais, si t'es pas capable, tu sais, fais rien d'autre qu'avoir des ventes. Fait que là, en fait, non. L'affaire, c'est, il y a deux choses. Ben, il y a structurer l'entreprise parce qu'on a une entreprise qui est très forte pour côté client, côté entrée de mandat, mais on n'a aucune structure. Ouais. Puis ce que je me dis, par contre, pour me consoler un petit peu, c'est j'aime mieux avoir pas de structure qu'une structure défaillante ou mal pensée. Fait que là, j'ai pris les sous qu'on avait justement générés, puis je les ai investis pour créer une structure automatisée. L'entreprise va s'automatiser, tous les processus vont être automatisés. J'ai investi là-dedans, puis je me dis, c'est une des meilleures choses que j'aurais pu faire. Ça, c'est une chose, c'est un défi qui est en train de se résoudre, mais le vrai défi, c'est vraiment de déléguer. Fait que, OK, toi, tu es capable de rentrer X milliers de dollars par semaine. C'est bon, OK, good, mais est-ce que tu es capable de faire en sorte que tu as des personnes qui s'occupent de ça pour toi? L'aspect de management là-dedans. Là. Exact. Fait que là, ce qui arrive, c'est que j'apprends à déléguer en ce moment, puis c'est le prochain défi, c'est que si tu veux faire ce qu'on appelle scale ton entreprise, c'est que à moi tout seul, OK, je peux générer 1 à 2 millions de chiffres d'affaires, puis c'est vers ça qu'on s'en va aussi d'ailleurs. Ouais. Mais tu sais, si je veux faire plus, si je veux que ce soit plus efficace, si je veux avoir l'impression de créer quelque chose, bien, il faut que certaines personnes puissent opérer certaines choses. Puis, ce qui est drôle par rapport à déléguer, c'est que tu as toujours des impondérables qui peuvent te surgir en pleine gueule. Par exemple, cette semaine, il y a un des recruteurs qui est excessivement efficace. C'est un excellent recruteur. Puis c'est un excellent vendeur aussi. En passant, une des raisons pourquoi on est très solide dans ce qu'on fait, c'est qu'on a une niche chez les ventes corporatives, puis nos recruteurs sont des vendeurs corporatifs. C'est pas du monde de ressources humaines. Fait qu'ils comprennent la réalité, puis ils ont faim. Bref, ce recruteur-là qu'on va appeler... on va l'appeler Jack. Jack, c'est le typique vendeur. Jack va faire le party les fins de semaine, puis pas faire une attention particulière à sa santé. Puis va prendre... jeune typique vendeur. Exactement, va vouloir générer de l'argent pour s'amuser avec, puis c'est bien correct. Ben oui. Il fait ce qu'il veut avec à la fin de la journée, mais juste parler un peu du profil. Puis Jack, lui, ce qu'il veut, c'est avoir... closé, tu sais. Puis je vais raconter 2 histoires à propos de Jack. La première histoire, ça, c'était bien. En fait, une fois, j'ai eu un message du département des ressources humaines des entreprises, message fâché, menaçant de nous d'envoyer une mise en demeure. Ça, je pense que c'était pour essayer de nous faire peur, ça n'a pas vraiment marché. Mais ils nous disent genre, ouais, là, t'as Jack qui a appelé tout notre département des ventes. Oh my God! Il a essayé de recruter tout notre département des ventes pour le recruter. Puis là, on va vous dire que là, si vous continuez, il va y avoir des recours légaux qui vont être pris contre vous. Fait que là, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, le gars s'appelait, je sais plus c'était quoi le nom de la compagnie, mais le gars s'appelait Vincent, puis il m'en sait qu'un peu de nommer son nom. Là. Ouais. C'était Vincent de chez... ok, je veux pas me tromper de nom de compagnie par contre, mais en tout cas. Le gars m'appelle, en fait, le gars m'envoie un email, puis là, je l'appelle, je dis, écoute, c'est... La job d'un recruteur, c'est d'aller chercher du monde. Je vois que tu es en ressources humaines, tu fais la même chose. Tu dis, ouais, mais là, tout appeler le monde d'une entreprise pour ça, là, c'est pas très éthique. Je fais, écoute, peut-être pas éthique, mais j'ai absolument rien d'illégal là-dedans. Tu sais. Fait qu'arrête d'essayer de me menacer avec tes affaires de poursuite. Il dit oui, mais ce qui nous a vraiment agacé, c'est qu'il était très insistant avec notre staff. Là, j'ai dit, OK, bon, ça, c'est autre chose. Si tu me dis que le gars était harcelant avec ton staff, oui, OK, t'as raison, je vais régler ça avec lui, je vais rectifier la chose. Ben ouais. Puis ça, c'était correct. Puis tu sais, à ce moment-là, j'aurais dû pas trouver ça drôle puis être plus sévère avec lui. Parce que tu sais, j'ai dit, avec le monsieur au téléphone, on a réglé ça, tout était correct, tout était beau. Mais tu sais, après ça, j'étais allé voir Jack, puis j'ai dit, tu sais, fais plus ça, tu sais, t'es niaiseux. Mais tu sais, il voyait bien que je trouvais ça. J'aime bien mieux avoir quelqu'un qui se fait chicaner pour des affaires de même que quelqu'un qui se fait pas chicaner puis qui n'amène pas de résultat. Mais bon, ça, c'est une situation qui s'est passée il y a peut-être un mois ou deux. Maintenant, on reprend Jack cette semaine, mon beau Jack. C'est là que ça se corse, puis c'est là que je réalise que c'est dur de déléguer, puis que je me tire dans le pied probablement toutes les semaines sans m'en rendre compte en agissant de certaines façons avec les gens avec qui je travaille. Lundi, OK, donc, mardi, j'obtiens un mandat avec une très grande entreprise. 5 mandats d'une shot. Ça représente 40 000 $ de revenus. J'obtiens le mandat mardi. Il savait que j'obtenais le mandat mardi. Et lundi, il prospecte une des représentantes de cette entreprise-là.
Le mercredi, je reçois un email de la vice-présidente de la compagnie. « Hey Ludovic, un de tes recruteurs sollicite notre monde. Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? » Là, je me revire de bord, je m'en vais le voir, je dis « Pourquoi? À quoi t'as pensé? » Il me répond « Ouais, mais tu signais le mandat mardi, puis on était lundi quand je l'ai prospecté. » Là, j'ai dit « Ouais, mais pense 2 secondes. Là. Long terme. Pense 2 secondes. Je m'en vais voir un client, on va avoir 5 mandats avec eux. Va pas prospecter leur staff une journée avant que j'aille les voir. Tu sais. Fait que, ça pour dire que j'ai failli perdre 40 000 $ de mandat. Overnight, là. Ouais, overnight. Puis initialement, j'ai passé mon objectif a passé de 1 à 2 millions de chiffre d'affaires, mais tu sais, 40 000 $ de revenus, c'est 4% de mon chiffre d'affaires par rapport à mon objectif qui aurait juste pu s'envoler comme ça. Ouais. À cause du fait qu'à la base, je l'ai pas assez supervisé, puis j'ai trouvé ça drôle quand il a fait quelque chose qui est, oui, un peu drôle, mais j'aurais dû être plus sévère avec. Fait que c'est des impondérables comme ça qui surgissent en pleine face. Tu sais, t'as beau être efficace avec tes clients, t'as beau être efficace avec tes candidats, mais à la fin de la journée, si tu comprends pas comment bien déléguer, si tu le fais pas adéquatement, si t'as pas le bon type de leadership avec ton monde, t'as des choses comme ça qui peuvent te bondir en plein visage, en pleine figure quand tu t'y attends pas. Très drôle d'histoire, mais sacré Jack. Hein? Oui, on va l'appeler Jack. On va l'appeler Jack. Mais par rapport à ça, je me demandais au niveau du... Tu sais, tu dis déléguer, mais c'est pas plus au niveau du management? C'est pas plus une question de management, en fait? Oui, ben quand je dis déléguer, oui, tu peux appeler ça management. Parce que pour moi, en fait, peut-être que je me trompe, peut-être que la définition est pas bonne, mais déléguer, pour moi, c'est donner des tâches à quelqu'un que tu voudrais faire. Mais ce que tu parlais dans ton histoire, je pense que c'est plus une question de management parce que tu aurais aimé ça l'éduquer différemment. Fait que c'est comme, tu sais, t'as deux rôles, je pense, en tant que personne dans une entreprise. T'es soit quelqu'un qui opère ou quelqu'un qui gère. Ouais. Tu sais, puis souvent, on est deux. On a un petit peu des deux dans certains types de personnes. Puis c'est souvent lui qui gère bien quand il opère que tu vas upgrader en juste manager, par exemple. Ouais. Puis j'étais curieux de savoir, quand tu as du bon staff, par exemple, qui sont bons opérations puis bon gestion, est-ce que tu les fais... T'es mets-tu juste gestionnaire? T'es gardes-tu opération? C'est quoi ta perception de ça? J'ai pas rencontré de bons gestionnaires encore, malheureusement, pour l'instant, dans mon équipe. Parce que ce que je réalise, c'est que les gens qui vont vouloir travailler avec moi, puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de chance, il y a beaucoup de gens très talentueux qui gravitent autour de ce que je fais en ce moment. Puis ces personnes-là sont inspirées par ce qui se passe, puis veulent contribuer de manière opérationnelle. Okay. Tout en étant... Ce que j'ai réalisé, c'est qu'ils veulent se sentir impliqués et consultés pour tout ce qui a trait de la gestion, puis c'est bien correct. Puis je veux dire, j'essaie de le faire le plus possible. Des fois, j'ai tendance à juste pas y penser, mais faut que j'y pense, il faut que je consulte les gens. Ils veulent avoir un espèce de droit de regard ou plus un droit d'observation sur ce qui se passe côté gestion, mais à la fin de la journée, doivent être des opérants. Puis je pense que de trouver un bon gestionnaire qui fait bien son travail, c'est quelque chose qui peut être excessivement difficile. Puis le jour où je vais avoir quelqu'un comme ça, tu sais, je vais être apte à payer excessivement cher pour. Mais j'ai commencé par avoir des bons opérants avant de déléguer la partie gestion. Là. Ouais, clairement, parce que tu sais, veux pas, t'as fait combien de temps que la compagnie est startée? 1 an et demi? Non, même pas. Octobre. Okay, Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 7 mois. OK. On pourrait dire que les 5 premières années, c'est startup phase, mettons. Là, oui, mais je déteste le terme startup. Puis je veux dire, en dedans de 7 mois, on est passé d'être dans le salon de mes parents à avoir un bureau un peu tout croche, à avoir un beau bureau neuf qu'on va avoir dans 1 semaine et demie, avec quelques employés, avec un chiffre d'affaires qui va être de minimum 1 million à notre première année en affaires. Fait que oui, techniquement, c'est une startup, mais je déteste ce terme-là. Parce que startup, dans ma tête, j'associe ça à une gang de gars qui veulent se partir d'une application, qui n'ont pas une scène, qui font semblant de... En tout cas... je suis pas d'accord, parce que... En fait, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que tu peux avoir ton opinion sur qu'est-ce qu'un startup, mais moi, le startup, je le vois juste comme on essaye plein de choses, tu sais. OK, ben si c'est... Simplement. Ouais, ben si c'est comme ça que tu vois un startup, t'as raison, on essaye plein de choses. C'est juste que j'associe dans ma tête... C'est pas le but d'avoir raison, c'est juste la perception du terme qui est... Ben OK, ben en fait, c'est que dans ma tête, j'associe startup à du monde qui commence en affaires puis qui se donne des excuses pour pas aller chercher des ventes. Toi, ce que tu dis, une startup, c'est des gens qui essayent, peu importe les résultats. Fait que à la fin de la journée, on pense la même chose. C'est ça, parce que, tu sais, ultimement, tu as les résultats qui sont alignés avec tes efforts que tu fais. Là, c'est ça. Puis c'est pas... Non, tout est fermé, non? Oh, je pensais jamais. Non, c'est parce que je me demande... Tu sais, je pense que l'aspect de la vente en affaires, là, c'est quelque chose qu'on pourrait parler parce que souvent, je vais... OK, je fais un peu de backtrack. Je remarque qu'il y a plusieurs manières de vendre en business. Okay? T'as le réseautage. Si t'es bon, mettons, un bon communicateur, je t'invite à aller parler sur des scènes publiques, faire du contenu marketing en ligne, les gens qui vont cold caller. Tu sais, il n'y a pas une manière de faire pour avoir de la clientèle, mais pourquoi est-ce que tu penses que le cold call est aussi... Pas que les gens qui ont peur de faire du cold call, mais qui est aussi vu comme étant genre, ça me tente pas. Ben, parce que... je vais te l'expliquer, c'est très simple. Si on prend du marketing,
Marketing, tu fais ta campagne, tu t'enregistres, tu fais ce que tu veux, puis après ça, tu appuies sur Play. Puis oui, il y a du travail à faire, mais ça implique pas que tu interagisses avec des humains pour les faire passer psychologiquement du point A au point B constamment, puis tu reçois pas le nom en pleine gueule constamment. Le nom, effectivement. Premièrement, ça c'est pour le marketing. Deuxièmement, pour parler en public, ben, je veux dire, tout le monde est relativement narcissique, tout le monde aime avoir l'attention, puis je veux dire, moi le premier. Là. Fait que, tu sais, parler devant une foule, du moins vraiment que t'es pas gêné, c'est agréable, c'est le fun, puis c'est prestigieux. Ouais. Bien plus que faire du cold call. Ben, clairement. Par contre, là, je veux te raconter une histoire. Moi, un truc que j'aime bien faire quand je fais des conférences, puis un truc qui est mon engagement envers les gens, c'est j'aime mieux, quitte à perdre la face ou avoir l'air peut-être un peu moins préparé à certaines occasions, donner du contenu qui est tangible, c'est-à-dire faire des cold calls dans mes conférences. Nice. Vendre. La dernière conférence que j'ai donnée, j'ai vendu sur le stage devant tout le monde, puis je leur ai dit, je vais vous montrer comment vendre votre temps à 1000$ de l'heure. En dedans de 5 minutes. Ça a pris, j'ai été vraiment flush, ça a pris comme 4 minutes 53 secondes. C'était fait. Fait que ça, j'aime mieux faire ça. Puis ça a l'air moins structuré, c'est différent, mais les gens interagissent, ils engagent. Fait que, en tout cas, parallèle, je voulais juste un peu me péter les bretelles avec mes techniques de conférence. Ouais. Les conférences, c'est tu es devant tout le monde, tu as l'attention des gens, puis ils peuvent pas vraiment te beaucoup de fiches en même temps. Ouais. Puis réseautage, c'est que tu te pointes là, tu jases, tu interagis, puis je veux dire, moi, j'ai jamais été vraiment un gars de réseautage parce que je suis un peu sauvage, puis je trouve que dans ces affaires-là, souvent, il y a juste des conseillers à Arbonne puis Herbalife, là, puis des conseillers financiers, rien contre eux autres, mais en tout cas. Ouais. Fait que c'est plus un échange, tandis que le cold call, c'est tu prends un inconnu, quelqu'un que tu connais pas, que tu n'as pas en face de toi, puis tu cours la chance de te faire refuser pendant des heures et des heures. Ça, c'est ce que les gens se disent. La réalité, c'est que quand tu as une bonne technique et tu as une bonne approche, tu vas te faire refuser maximum une fois sur deux. C'est une autre histoire. Mais tu prends le risque de te faire dire non. Puis les gens réagissent mal à se faire dire non en général. Je suis tellement d'accord avec toi. Tu sais, souvent, quand je parle à des entrepreneurs, tu sais, des pairs, on pourrait dire, puis généralement, dans le fond, la stratégie B2B, c'est quoi? Tu vas-tu chercher des clients? Tu vas-tu attendre qu'ils arrivent? Puis la plupart, c'est genre du inbound. C'est qu'ils attendent que quelqu'un vienne cogner à leur porte. Je suis comme, wow, ta business ça pourrait tellement être beaucoup plus grosse si t'avais genre, pas un département des ventes, mais un mindset de département des ventes. Tu sais, d'aller chercher les clients que tu vas avoir versus attendre qu'ils se pointent dans ton cadre de porte par une référence ou genre vendu par un autre avec une cote sur une affaire, là, tu sais. Quand même intéressant. Puis côté stratégie cold call, qu'est-ce que tu préfères? Téléphone, texto, aller se pointer direct, courriel? C'est une synergie, une symbiose de tout ça. De 9 à 5, selon moi, tu devrais être en train de prospecter constamment. Moi, ce qui me dérange en ce moment, c'est que j'ai pas le temps de... Si j'avais le temps de prospecter autant que je voulais en ce moment, oublie le chiffre d'affaires de 2 millions, on serait ailleurs en ce moment. Malheureusement, je peux pas parce qu'il y a d'autres choses dont il faut que je m'occupe. Ouais. Mais struggle que je vis aussi actuellement. Là. C'est ça. Mais tu dois avoir une personne de développement des affaires efficace qui fait ça. Ça doit être toi initialement, je pense. Ça doit être... Oui, mais 100%. Tu sais, la tête d'affiche de la business, là. Ça doit être toi, puis si c'est pas toi, il faut que ce soit quelqu'un. Il faut que tu comprennes assez comment vendre pour le déléguer à quelqu'un qui va comprendre comment le faire aussi. Puis ça, c'est pas tout de suite que c'est ça avec toute ta raison. Il faut que ce soit toi pendant un méchant bon bout de temps. Puis en ce moment, malheureusement, je peux pas prendre le temps parce qu'il faut que je règle d'autres choses. Ouais, parce que t'as des humains aussi en arrière de ta machine. Exactement. Hein? Fait que c'est quoi la stratégie la plus efficace? Ben, de un, aller participer à des réseautages, c'est bon. Ben, outre qu'est-ce qui est mon école de pensée. Là. Ouais. Tu sais, les réseautages, c'est bon, on participe à ça, un 5 à 7 le jeudi ou les samedis ou les déjeuners le matin, les BNI, je pense, je suis sûr qu'il y en a des bons. D'ailleurs, je parlais avec un gars, une autre personne avec qui je travaille, que je nommerai pas, on va l'appeler Max. Max, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il change de BNI à chaque semaine. Okay. Fait que lui, il a pas besoin de payer une fois par année, puis il rencontre pas tout le temps la même gang. C'est pour ça le problème avec les BNI, c'est que tu sais, BNI, pour ceux qui le connaissent pas, c'est une forme de réseautage à chaque semaine, chaque jeudi, mardi, whatever, même heure, même gang, toutes les semaines. C'est ça. Le problème qui arrive avec ça, c'est que quand tu as appris à connaître tout le monde après 1 heure du premier réseautage, tu sais... T'es comme, en tout cas, selon moi, je veux pas bâcher sur personne, mais t'es un peu forcé à référer au monde autour de la table, sinon t'es comme plus dans la gang, tu sais. Puis quand t'es plus dans la gang, ben là, ça sert à rien d'être là, fait que de payer l'abonnement, tout le kit. Exact. Puis t'as tout à fait raison. Puis c'est ce que Max fait, lui, c'est qu'il se promène de BNI en BNI à chaque semaine. Ouais. Puis il optimise ses réseautages comme ça. Moi, un truc pour réseauter que j'ai, c'est niaiseux, mais j'ai pris un abonnement à un vestiaire privé à mon gym. Tu sais, ça coûte pas bien cher, ça coûte peut-être 400-500$ par année, mais tu rencontres juste des propriétaires d'entreprises qui sont au gym. Fait que, tu sais, moi, je m'entraîne à tous les jours. Je passe, mettons, sur place au gym entre 1 à 2 heures par jour, avec le temps que je passe dans les vestiaires, à me changer, puis à m'habiller, puis tout ça. Fait que, tu sais, si ce temps-là, je l'optimise à rencontrer des gens qui sont propriétaires d'entreprise, mon investi,
Fait que je trouve que ça, c'est intelligent comme réseautage. Max aussi s'inscrit à un club prestigieux où il y a justement des gens qui ont plus de sous. Fait que c'est d'être intelligent dans ton réseautage, ça, c'est bien. Absolument. Je ne vais pas lancer du réseautage pour faire du réseautage. Souvent, les gens me demandent comment tu fais pour avoir tout le temps des nouveaux clients que tu rencontres à tous les jours. Parce que je fais un petit backtrack, je me suis donné une stratégie qu'il faut qu'à tous les jours, j'ai 2 rencontres de développement ou d'exécution, genre de bilab en tant que tel. Puis là, je l'ai augmenté à 3 parce que je me suis engagé une adjointe dans le fond vendredi. Hier, on est quoi là? Félicitations. Merci. J'ai engagé une adjointe, puis dans le fond, elle va faire la partie plus cléricale de la job, un peu ce que tu parlais, de déléguer, puis j'essaie de déléguer, mais graduellement. C'est pas tout d'un coup à un poste. Vraiment, juste comme une tâche, une autre tâche. Puis ça va créer un poste dans la business, t'sais. Que moi, je m'enlève de ma charge de travail, si on veut. Puis de cette manière-là, ben là, je vais être rendu à 3 plages horaires par jour de rencontres de développement. Où ce que je veux en venir, c'est que quand je vais faire du réseautage, par exemple, je sais exactement mon objectif de carte d'affaires que je veux avec le type de titre sur la carte. Je veux pas chargé de projet chez telle compagnie. Je veux pas... preneur de décision. Tu comprends? T'sais, je veux le président, CEO en charge du développement des affaires, ou peu importe, la personne qui va être capable de dire oui ou non lorsque je vais présenter quelque chose. Je prends ces cartes-là, je développe rien sur place. Je développe une relation. On bâtit la relation de l'humain à l'humain, tu sais. Donc, après ça, quand je vais m'asseoir avec la personne, je retourne lundi matin dans mon bureau, je prends la carte, je dis « Hey, ça serait le fun de poursuivre la conversation. » Donc là, c'est plus du cold call, c'est rendu du warm call. Fait que j'utilise le réseautage pour me mettre la face devant les gens, tu sais. Puis après ça, je vais les rappeler à titre d'intérêt. Tu sais, je vais être comme « Parle-moi de ta business. » Moi, je suis beaucoup plus soft in que toi, tu sais. Là, t'es comme en 5 minutes, je t'ai closé pour 20 000 $. Moi, je suis genre, on développe une relation, tu sais. Ouais. Mais ça marche pour les deux. Dans les deux cas, ça marche différemment, tu sais. Puis, en tout cas, après ça, j'arrive, là, je présente mes stratégies, en fait, l'idée que je ferais pour la solution du problème, parce que, tu sais, les gens, si tu les approches parce que tu as senti un problème aussi, là, toi, c'est de remplacer un humain. Ouais. Moi, c'est de les faire en sorte qu'ils existent, tu sais, au sens large, sur la map, sur le web, puis tout sur leur identité et tout. Mais c'est ça, tu sais. Fait que je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de faire du cold call en tant que tel. Je pense que tous les chemins sont bons, mais il faut que tu aies une stratégie. Tu peux pas espérer t'inscrire à tous les déjeuners de BNI puis espérer avoir genre 2 millions de chiffres d'affaires l'année 2, genre. Non. Tu sais, même l'année 1. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, juste pour répondre à la question que tu m'as posée tantôt, t'as fait raison là-dedans. C'est intelligent dans ton réseautage. Réseautage, c'est une chose. Marketing en ligne, marketing point, il faut que tu en fasses, mais t'as pas besoin d'être. Tu t'engages quelqu'un qui fait ça, puis tu n'as pas besoin de mettre en train de gérer ça. L'autre chose que tu avais dit aussi, tu avais dit marketing. Ah oui, conférence. Ben, dès que tu as l'opportunité de faire une conférence, fais-en aussi également, même chose. Mais ça, je trouve ça drôle parce que les gens vont attendre l'opportunité, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que je les ai juste créé les opportunités. J'ai monté une conférence, je me suis mis comme speaker, puis j'ai fait qu'il y avait un billet à l'entrée, tu sais. Ben, c'est une bonne idée. Ça m'a amené beaucoup de business, littéralement. Tu sais, je te donne un exemple, mettons, un accompagnement avec un client, ça peut être de 5 à 15 000 par année, je te dirais, tu sais, de support client, si on veut, puis de développement de stratégie. Mais quand je lance une conférence, puis que je convainc 10 personnes l'achat pour des 10 accompagnements, là, très rentable, là, de ton 4 heures ou ton 8 heures, ou peu importe le temps de ta conférence. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il y a une manière de tout faire, mais je pense que la proactivité puis prendre des initiatives, c'est ce qui est clé, là. Puis de mettre des vendeurs de l'avant, tu pourrais parler plus de ça, mais je pense que de mettre un mindset de vente dans ton équipe, que tout le monde doit faire en sorte que la business doit lever, c'est primordial. Oui, tout à fait. De restaurer la mentalité de faire croître l'entreprise à travers les ventes. Puis, comme tu dis, les conférences, c'est une bonne façon de vendre tes produits, tes services. T'sais, en ligne aussi, il y a quelque chose qui existe, c'est les webinaires. Ouais. C'est la même chose qu'une conférence, mais en ligne. Fait que ça, c'est une synergie de tout ça. Chacun son médium. Exactement. Puis si on en revient un peu plus à ce que moi je fais, entre 9 et 5, il faut que tu sois en train de faire du démarchage, rencontrer des clients. Je pense souvent à ça parce que c'est les heures d'ouvrage de business. Ben exactement, tu sais. Fait qu'entre 9 et 5, il faut que tu sois en train de démarcher des clients. Puis en dehors de ces heures-là, ben tu peux. Moi, j'ai recommencé à me servir de LinkedIn pour faire de la prospection, puis ça marche vraiment, vraiment très bien. J'avais laissé ça un peu par snobisme. Mais j'ai recommencé. Sales Navigator, je sais pas quoi. Ben ouais, LinkedIn et Sales Navigator, qui sont deux excellents outils, mais tu sais, ça, tu t'en sers en dehors du 9 à 5, tu sais, pendant que tu manges le midi ou avant de commencer ta journée ou quand tu finis ta journée, tu sais, là, c'est bon pour t'en servir entre 9 et 5. Si t'es pas en train d'interagir avec un client, tu sais, selon moi, il y a un problème. Ouais. Très d'accord. Hey, merci Lud, faut rapper ça, mais good talk, je pense que tu as donné beaucoup de knowledge, beaucoup de valeur. Est-ce que tu voudrais donner un mot de la fin aux gens qui te connaissent pas, tu sais, qui pourraient te découvrir, te connaître, vivre l'expérience de la Perle Corp s'ils ont un besoin quelconque en recrutement? Oui, ben si vous voulez, moi j'offre le même service. En fait,
plusieurs choses. Je vais prendre une minute pour l'expliquer. Ben oui, vas-y. Il y a la plateforme en ligne qui va sortir. C'est comme un Netflix, mais de la vente. Il va y avoir beaucoup de contenu gratuit. Il va y avoir d'autres formes de contenu également là-dessus qui vont être accessibles. Puis ça va être utilisable pour n'importe quelle personne qui est intéressée. De un, ça va être sur Ludwig Lapierre. Quand est-ce que le podcast va sortir? Quand est-ce que tu veux qu'il sorte? J'en ai une coupe en banque actuellement, mais si c'est un deadline, on pourrait s'arranger. Non, j'ai pas de deadline. Si tu me dis demain matin, si tu me dis non, probablement juin à peu près. Juin, ouais. Ça va être sorti, oui? OK. Oui, ça va être sorti cette semaine. C'est pour ça que je te dis, si tu mettais là. Fait que non, là, on est fin avril, fait quoi? OK. C'est bon. Donc, non, ça va être sorti cette semaine. En fait, c'est une plateforme, je vais le dire simplement, c'est une plateforme en ligne avec littéralement plein de techniques de vente, plein de trucs gratuits. Il y a ça. Sinon, ben, ça me ferait plaisir de prendre littéralement n'importe qui et de closer des opportunités avec cette personne-là et de lui montrer comment se faire prendre la décision, comment prendre une personne qui ne te connaît pas et l'amener à te rencontrer. Puis une fois que tu la rencontres, comment justement t'assurer qu'elle comprend, qu'elle intériorise de manière consciente et inconsciente la valeur de ton service, ton produit. En passant, tu devrais toujours vendre ton produit sous forme de service. Produit à racheter de manière récurrente sous forme de service. Alors, ça pourrait être une discussion, un autre podcast. Mais... Ouais. Effectivement, on l'a pas effleuré, mais le recurring, là, c'est très, 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 très important pour la survie de ta business. Là, exactement. Fait que si tu veux, je peux faire ça devant toi, te le montrer et te montrer comment le faire. Puis si jamais ça marche pas, ben j'offre la même garantie à tout le monde, c'est que tu n'as pas besoin de rémunérer le chose, mais c'est jamais arrivé. Donc là-dessus, tu as des choses gratuites. Si jamais tu as envie qu'on le fasse ensemble, ça va me faire plaisir. Cool. Et merci de ton podcast. Ludwig, merci pour le feu, on tente de cuire. Ouais, on va fermer le feu. Mais ouais, good talk. Merci guys d'avoir écouté. Puis si vous cherchez le podcast, ça va être disponible partout sur toutes les plateformes. Ça va être sur Anchor, Spotify, YouTube, la vidéo, partout. Donc, International Podcast Live. Donc merci tout le monde. Bonne journée!